Mesdames, Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous démarrons la matinée avec une table ronde autour de la BITD européenne. Quelle politique industrielle de défense pour renforcer l'Europe et sa BITD? Avec une table ronde qu'on a voulu pluridisciplinaire, de manière à avoir une vision complète, tant du côté du think tank, Monsieur Moni de l'IRIS, que, je dirais, de l'État, Monsieur l'ingénieur général Arnaud pour la DGA-DID, l'entreprise, Messieurs Giovacchini et Monsieur Braquilange, et également la représentation nationale. Et nous remercions Monsieur le Président Perrin, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Et c'est d'ailleurs à vous que je vais donner la parole en premier, Monsieur le Président, pour ébaucher le point de la situation sur ce sujet de politique industrielle de défense européenne ou nationale en termes de problématiques. Donc la question c'est quelle politique industrielle de défense pour renforcer l'Europe et sa BITD? Je pose la question parce que le thème a changé hier soir, donc j'essaie d'être dans le thème. Non, merci d'abord de cette invitation. Bravo pour l'organisation de cette magnifique manifestation. J'en parlais à l'instant avec le général et c'est évidemment une belle occasion. Mais malheureusement, l'actualité porte un peu la manifestation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt évidemment pour ces sujets qui sont des sujets majeurs aujourd'hui et sur lesquels on réfléchit tous les jours. J'étais hier soir encore à Brienne pour une réunion avec Bercy sur ces sujets. Je ne vous ferai pas de commentaires sur Bercy parce que je pense que je serai désagréable. Mais en tout cas, on est à la recherche de solutions et cet après-midi, on a encore un certain nombre de réunions et voilà, ça phosphore pas mal. Mais il y a une urgence. La question, c'est évidemment de savoir, j'allais dire, pourquoi, de quoi on parle et surtout pourquoi une BITD européenne. Moi, j'ai la conviction que c'est la seule et unique solution aujourd'hui pour notre pays et notre continent de s'en sortir, c'est-à-dire la capacité de travailler ensemble avec les autres pays de l'Union européenne et évidemment cette autonomie stratégique européenne que l'on appelle de nos voeux, en tout cas pour ce qui me concerne et pour mon groupe politique, depuis de nombreuses années dans la ligne de ce qui s'est fait depuis les années 60 avec le général de Gaulle et cette volonté en tout cas de garder une certaine indépendance. Cette autonomie stratégique européenne, elle est aujourd'hui, elle a peut-être aujourd'hui encore plus de sens qu'elle n'en avait dans les mois et dans les années qui viennent de passer. Et je crois que l'arrivée de Donald Trump aujourd'hui au pouvoir le démontre très clairement. Ça ne date pas de Trump. Je crois que tout ça a démarré en gros en 2011 avec Obama et sa vision indo-pacifique. Et donc la question de savoir si on en a les moyens, moi je le pense. Parce que je crois que c'était Tusk qui disait qu'on demande à 500 millions d'Européens non, 500 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de défendre contre 140 millions de Russes. Et donc on a des moyens, on a des capacités aujourd'hui à se défendre. Encore faut-il que nous organisions tout cela et que nous fassions en sorte que les gens travaillent les uns avec les autres. On a évidemment pendant toutes ces années de dividendes de la paix renoncé à notre défense en considérant que la paix était éternelle et que la croissance allait être infinie. Malheureusement, patatras, les choses ont changé et aujourd'hui il faut réfléchir à autre chose et réfléchir surtout à être un peu plus efficace. Je crois qu'il y a un événement pour moi qui est un événement majeur qui s'est déroulé cette semaine et dont on a finalement très peu parlé, qui doit renforcer en tout cas cette volonté de développer la BITDE, c'est évidemment le déni d'accès à un certain nombre de fonctionnalités par les Russes aux avions F-16 en Ukraine. Je crois que ça doit ouvrir les yeux à un certain nombre de pays européens sur aujourd'hui la dépendance extrême qu'ils ont mis en œuvre en faisant l'acquisition essentiellement de matériel américain pour assurer leur défense. Donc ça, c'est évidemment un appel très fort. On rencontre en ce moment régulièrement des dirigeants de différents pays, pays baltes, la Pologne récemment, hier la Moldavie, la Roumanie, le président en par intérim roumain vient rencontrer le président du Sénat la semaine prochaine encore. On essaie vraiment de les sensibiliser et d'essayer de militer pour la nécessité qu'il y a aujourd'hui de développer une économie, une base industrielle et technologique européenne. Évidemment,
toute cette question, elle s'est heurtée pendant des années, je l'ai dit, à des efforts qui n'ont pas été suffisamment importants, et surtout, et je pense là, je parle en présence des industriels qui sont présents, à une désindustrialisation massive de l'Europe, qui génère aujourd'hui, et j'enfonce un peu des portes ouvertes devant des gens qui connaissent tous évidemment très bien ces sujets, mais je pense que c'est important de le rappeler, une désindustrialisation massive de l'Europe qui aujourd'hui nous entraîne dans une situation où il est extrêmement compliqué de remonter la pente très rapidement. Et donc cette désindustrialisation, évidemment, elle nous touche et elle nous empêche aussi de répondre à un certain nombre de demandes. Quand les Polonais vont acheter des lance-roquettes unitaires en Corée du Sud, ils le font, ou des chars en Corée du Sud, ils le font. Évidemment, ça nous dérange, mais d'un autre côté, est-ce qu'on serait capable de leur fournir des matériels de substitution pour pouvoir fournir très rapidement leur armée? Je n'en suis pas certain. Et donc, il y a vraiment un besoin rapide d'avancer. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, cinq choses principalement à mettre en œuvre. D'abord, une préférence européenne en matière d'achat, et je ne suis pas dans les extrêmes du Rassemblement national. Je pense qu'il faut être conscient que les échanges nécessitent que les uns et les autres fassent des efforts. Donc une préférence européenne me paraît importante pour favoriser des achats groupés. Donc ça, c'est un premier point. La recherche de l'acquisition d'une taille critique pour les entreprises européennes, ça c'est un point important aussi. Sur la question des drones notamment, qui devait être le sujet initial de notre table ronde, il est important, et je l'ai écrit dans une tribune dans Marianne il y a 3 ou 4 ans. J'ai fait une tribune avec M. Mancini de l'Air en disant qu'il fallait rechercher la capacité de production, une capacité de production plus importante et une taille critique plus importante. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. Évidemment, travailler aussi à la duplication des lignes de production au niveau européen pour éviter d'avoir une trop forte dépendance. Et puis, enfin, le nerf de la guerre, évidemment, supprimer tous les freins au financement de la BITD, qu'elle soit française ou européenne, parce qu'on voit bien, et j'avais encore une réunion hier avec la présidente de l'Association française des banques, là aussi je vous passe les détails, mais qui est, comme Bercy d'ailleurs, dans le déni total sur le refus du système bancaire de financer notre BITD, notamment les PME, les ETI. Les grands groupes également, je l'imagine, ont quelques difficultés. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des efforts à faire sur la compliance bancaire, sur la taxonomie, et puis sur ce wokisme ambiant, il faut le dire quand même, qui tue ce pays, mais qui tue l'Europe, et qui incite de plus en plus les ONG, évidemment, à aller travailler les conseils d'administration des banques en les incitant, évidemment, à travailler davantage en leur expliquant que ce sont des mauvaises personnes si ils financent la guerre, si je puis dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai dit à ces gens-là que, en fait, l'histoire reconnaîtra les patriotes et ceux qui ne l'auront pas été. Et je crois qu'il faut à un moment donné passer le vrai message. On ne peut pas continuer à accepter que le financement bancaire, qui est quand même la base de tout, au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce que les règles de compliance sont aussi édictées au niveau européen, eh bien soit j'allais dire, réfléchies et améliorées. Voilà, et puis le dernier point, c'est la capacité de détenir des usines d'armement qui seraient activées qu'en temps de guerre. Mais alors là, c'est un vaste sujet, puisque aujourd'hui, avec 3 300 milliards de dettes, je ne vois pas comment la France sera en capacité de le faire, alors que je pense que sur un certain nombre de sujets, notamment les drones, c'est important. J'ai été beaucoup trop long, mais je pense que cette question, elle est fondamentale. Je vous donne juste un petit exemple, si j'ai encore quelques secondes. C'est celui de la fabrication des drones. On a un sujet qui est un sujet majeur, c'est qu'en Ukraine, on utilise 1,2 million de drones en 2024. Quand on en perd évidemment à peu près autant, et donc on a besoin d'avoir une production de masse et surtout une recherche de l'innovation permanente. La difficulté en France, c'est que évidemment nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons donc pas un débit, si je puis dire, de vecteurs et de drones qui nous permettent de constituer des stocks permanents pour être toujours au niveau de la technologie. Et donc le défi pour moi, c'est celui-là. Enfin, je pense que la DGA en parlera beaucoup mieux que moi, mais le défi industriel, c'est celui-là. C'est comment on arrive à adapter les process de production, comment on arrive à faire en sorte que les entreprises qui fabriquent ces drones soient à la pointe de la technologie et puissent, le cas échéant, s'il devait y avoir un problème, produire en masse. Aujourd'hui, l'État n'est pas en capacité, évidemment, d'assumer seul des lignes de production parce qu'il n'en a pas les moyens, tout simplement. Et donc ça, c'est une question que je pose parce que je pense que c'est un défi qu'on a tous devant nous, pour les drones, mais aussi pour d'autres sujets. Voilà. Je dis une deuxième fois, j'ai été trop long, je m'arrête. Non. Merci, Monsieur le Président, d'avoir posé les enjeux de cette question. Donc, je souhaitais à présent donner la parole à Monsieur Giovacchini, qui a connu dans une première partie de sa carrière justement tout le développement d'une première phase d'industrie européenne. Et je trouvais que c'était intéressant de
d'avoir son regard pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. Oui, vous m'aviez même demandé, Julien, de répondre à la question, la BITD française, la BITD européenne existe-t-elle ? Alors moi, je peux vous confirmer qu'elles existent. Je les ai rencontrées. Je les ai rencontrées tout au long de ma carrière, que j'ai commencé au début des années 80. Jeune ingénieur à la direction des armements terrestres, je m'occupais de ce qui est devenu le char Leclerc, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Ça s'appelait l'engin principal de combat, puis le char futur, puis le char AMX Leclerc. Et le char Leclerc, à l'époque, nous prévoyions d'en produire 1400. On était en 82-83, donc bien avant la chute du mur. En réalité, la BITD française, la BITD européenne, c'est une histoire qui remonte à encore bien avant le début de ma carrière. Je distinguerais, moi, trois étapes importantes dans la constitution de la BITD française et européenne. Les années 60, 70, 80. Les années 60, 70, 80, on développe en France une industrie de défense polyvalente, autonome, sous l'impulsion du général de Gaulle, de Pierre Messmer. Et puis on exporte déjà pas mal en profitant d'une situation géopolitique qui déjà à l'époque nous est favorable. Les pays qui ne souhaitent ni s'aliéner ou s'allier de manière trop étroite aux États-Unis, ni s'allier de manière trop étroite aux Russes, choisissent déjà les armements français. Et puis, nous avons une industrie qui n'est pas encore en état de se consolider avec le reste de l'industrie européenne parce qu'elle est essentiellement étatique. Elle est... La DGA, quand elle a été créée sous le nom de Délégation ministérielle pour l'armement en 1961, c'est 100 000 personnes, dont 90 000 qui sont dans les arsenaux de la marine, les arsenaux terrestres, les poudreries, etc. L'industrie, en dehors de l'industrie aéronautique, est très étatisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les années 60, 70, 80 pour donner corps à cette ambition déjà européenne? On fait des programmes en coopération entre entreprises françaises, publiques ou privées, et entreprises allemandes, italiennes, britanniques. Ces programmes en coopération, c'est le Lynx en franco-britannique, l'hélicoptère, c'est le missile anti-char Milan franco-allemand, c'est un peu plus tard le satellite d'observation Helios avec les Italiens, c'est le Transal en franco-allemand. On est dans cette période des grands programmes bilatéraux ou multilatéraux dans lesquels la DGA et ses homologues, du côté de la demande et du côté de l'offre, les entreprises publiques, souvent françaises ou privées, et les entreprises privées dans les autres pays d'Europe, s'allient ponctuellement, au cas par cas, pour faire quoi? Eh bien, pour essayer de réduire les coûts déjà. L'idée, c'est de partager les coûts de développement, les coûts de R&D entre les nations, et puis aussi d'allonger les séries. On avait une règle à l'époque qui était de dire, quand on est 2, 3, 4 pays, quand on est N pays à collaborer ensemble, les coûts de développement, ils ne vont pas être aussi peu élevés que si on faisait ça tout seul, parce qu'il y a des coûts additionnels. Mais en gros, ça va être racine de n fois ce que ça nous aurait coûté. Je sais pas, les plus anciens parmi vous se souviennent de cette règle, qui était totalement empirique. Si on est 2 à faire un programme, ben, ça va nous coûter racine de 2 fois le prix. Si on est 3, racine de 3, etc. Mais comme on est plusieurs, c'est racine de n sur n, et donc à la fin, ça coûte quand même moins cher. Ces coopérations, c'est des combats en même temps. Vous savez, La Rochefoucauld disait il est de bon mariage, il n'en est point de délicieux. On disait la même chose des coopérations entre États et entre industriels. Il est de bonne coopération d'armement, il n'en est point de délicieuse. C'est toujours très compliqué de se répartir la charge de travail, de se répartir les compétences. Ça, c'est jusqu'aux années 80. Les années 90, c'est la décennie des joint ventures. Nous, côté français, on commence à se mettre un peu en ordre de bataille, on privatise, on aérospatial, Thomson CSF, etc. Et puis, on fait des joint ventures dans le domaine des sonars, Thomson Marconi Sonar, dans le domaine de l'espace, Matra Marconi Space. On fait ensemble avec les Britanniques un missile de croisière qui a une certaine actualité, qui s'appelle le Scalp en France, le Storm Shadow en Grande-Bretagne. À cette occasion, on crée Matra BAE Dynamics, l'ancêtre de MBDA. Donc toute cette décennie 90, c'est les joint ventures. Mais on reste avec des sociétés mères nationales. On reste avec aérospatiale, Thomson, Giat, etc. Et puis, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on passe à l'échelle et on essaye de créer des vraies entreprises européennes, comme Airbus, comme Thales, etc.
Et parallèlement, côté demande, on s'organise aussi du côté des États. On crée l'OCAR en 1996, on crée l'Agence européenne de défense sur un malentendu avec les Britanniques en 2004. Et puis tout s'arrête en 2005. Tout s'arrête en 2005. Nous, Français, on vote contre le référendum sur la Constitution européenne. On n'a plus cette dynamique d'entraînement de nos partenaires. Et entre 2005 et le milieu de la décennie 2010, les égoïsmes nationaux reprennent le dessus. Et puis plus récemment, on est un peu reparti avec KNDS, avec d'autres initiatives comme ça, dans la construction de cette BITD européenne. Dernier point, et je suis très long, tout ça, on l'a fait dans un cadre qui n'était pas un cadre communautaire. On est dans l'intergouvernemental. On est à l'abri des articles 223 du traité de Rome, puis 296 du traité. On est dans un cadre purement intergouvernemental. La Commission n'a pas son mot à dire. Elle a son mot à dire maintenant, très récemment, avec le Fonds européen de défense, et puis on verra ce que vont donner les initiatives actuelles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on a bâti tout ça entre États, certes au service d'une vision européenne que nous, notamment Français, portions, hein, mais dans un cadre essentiellement intergouvernemental, avec pour nous, Français, toujours cette réflexion en cercle concentrique consistant à dire qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on maîtrise, nous Français, la dissuasion nucléaire par exemple, ça ne se partage pas. Donc c'est du premier cercle, pas de coopération là-dessus, une BITD purement nationale. Le deuxième cercle, qu'est-ce qu'on peut partager avec nos alliés, avec nos partenaires européens, pourquoi pas les missiles, les avions, etc. Et puis un troisième cercle qui est celui du vaste monde. Qu'est-ce qu'on consent à acquérir en dehors de l'Europe. Par exemple, les avions AWACS, on n'a pas de besoin en Europe suffisant pour justifier une chaîne industrielle complètement européenne. On l'achète aux États-Unis et on en est tout à fait conscient de cette dépendance, mais on le fait consciemment. Donc, une approche en trois cercles concentriques, une industrie en France qui s'est privatisée, modernisée et progressivement alliée à l'échelle européenne, des périodes d'accélération et des périodes de stagnation, et une situation aujourd'hui qui est plutôt à nouveau à l'accélération, avec un rôle de la Commission européenne qui tente à s'affirmer par rapport à toute une période où elle a été totalement absente de débats qui étaient intergouvernementaux. Merci, Monsieur Giovacchini. Et j'en profite donc pour rebondir et passer le témoin à DGA DID autour de ces trois cercles concentriques et peut-être de parler de ce que fait la DID déjà depuis 2022, je pense. Alors, mesdames et messieurs, donc je suis l'ingénieur général Walter Arnaud, je suis l'adjoint du directeur de l'industrie de défense de la DGA. Je cherchais une métaphore pour essayer d'expliquer un peu comment on pourrait faire BITD française et BITD européenne. J'ai cherché, j'ai pensé aux armées, etc. Ce matin, dans les transports, m'en est venu une. Je vous la suggère. On est en pleine Ligue des Champions et je crois qu'on ne fait pas une grande équipe sans avoir des grands joueurs et en même temps un grand entraîneur. Et tout l'enjeu pour nous, c'est au niveau BITD française d'être un grand joueur, être un vrai player et de pouvoir mettre en place les dispositifs pour devenir aussi une grande équipe dans le cadre d'une équipe Union européenne qui sera à ce moment-là aussi un pur player au niveau mondial. Alors ça a été rappelé, on est effectivement 500 millions, on a une économie puissante, on a une industrie, même si elle a perdu, on est face à 300 millions d'Américains, on est face à 140 millions de Russes. Alors les Chinois, je vais les mettre de côté, c'est un peu plus embêtant. Mais donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'en sortir. Alors, que fait-on pour la BITD française ? Je vais commencer, entre guillemets, par le joueur, par le player, parce que ça, c'est nous. D'abord, on a comme une mission, qui est une mission régalienne nationale, c'est d'équiper nos forces, en fonction de leurs besoins et en fonction de leurs demandes. Et puis, aujourd'hui, dans le cadre d'une hypothèse d'engagement majeur ou de haute intensité, on réfléchit beaucoup à l'intensité du conflit, mais surtout, et le CEMA l'a rappelé à de nombreuses reprises, c'est surtout que nous n'aurons pas de façon durable et permanente et partout la supériorité. Nous l'aurons sporadiquement, nous la perdrons, nous devrons la récupérer et ça nous oblige en permanence à disposer d'un outil industriel, capacitaire doctrinal en plus, mais là ce n'est pas mon périmètre, pour reprendre cette supériorité, reprendre cette initiative et donc d'avoir des capacités d'innovation, des capacités de production, voire des capacités de production de masse. Alors, depuis juin 2022, le discours de Rosatori, nous sommes en montée en puissance vers une économie de guerre. Je vais essayer de vous en dresser un petit bilan. Il ne faut pas perdre de vue que l'économie de guerre russe a commencé en 2014. Donc nous avons 3 ans d'historique.
Nous avons benchmarké, nous essayons donc d'en profiter pour rattraper et pour aller plus vite. Mais voilà, nous avons un adversaire qui, lui, a pris un peu d'avance sur nous. On sortait d'un précédent quand même aussi, qui était la crise Covid, qui nous avait un peu ouvert les yeux. On parle de souveraineté, on parle de dépendance. Quelques éléments, on s'est quand même rendu compte qu'en Europe, nous n'avions plus de fabricants de seringues. Tout était acheté en Chine. Et on s'est rendu compte aussi, lorsqu'il y a eu l'incendie de l'usine de Kalamazoo aux États-Unis en 2021, que toute la production de vaccins Covid qui était faite en Europe avait été rapatriée au titre du DPA américain vers la population américaine, nous privant pendant à peu près 6 semaines et nous mettant dans une pénurie de vaccins. Donc cette notion de souveraineté et de, entre guillemets, d'autonomie stratégique au niveau européen et au niveau français, à l'époque, on l'avait pris comme un phénomène un peu sporadique. En réalité, on se rend compte avec la crise ukrainienne que c'est un phénomène qui est amené à se reproduire. Alors, quelles actions? Parce que ça, c'est du constat. Quelles actions? D'abord, il y a eu une loi de programmation militaire. Et je remercie Monsieur le Président, puisqu'en tant que parlementaire, il nous a contribué à faire passer une bonne partie des mesures normatives de cette loi. Un article qui permet de faire des stocks stratégiques. C'était un gros mot il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré dans la loi, qui a été traduit en décret et qui se fait concrètement. Ça nous a permis de remettre au goût du jour les dispositifs de réquisition. Et ça, c'est pareil, c'est la direction de l'industrie de défense qui a été leader sur le sujet. Ça nous a permis, en embarquant un certain nombre de ministères, mais en montrant un peu la copie, de créer l'OFREMI pour sécuriser nos approvisionnements en ressources critiques et en matériaux stratégiques. Ça nous a permis aussi d'essayer de trouver une solution à innovation et masse. Très souvent, on a opposé innovation et masse. C'est vrai que malheureusement, il y a des cas où c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et si on prend le cas du drone, puisque ça a été évoqué, c'est un très bon cas où l'innovation n'est pas forcément antinomique de la masse. Et pour susciter l'innovation, nous avons évidemment l'Agence de l'innovation de défense, qui a fait un travail assez remarquable sur l'MTO depuis 2 ans. Et puis on a aussi un dispositif un petit peu baroque qui est apparu, qui est le GT Drone entre le J4, les armées et la DGA, qui a permis de faire émerger des réflexions, pas forcément dans un cadre contractuel, mais de faire émerger des idées, des solutions, un bouillonnement, et qui nous a permis d'avancer de façon assez substantielle sur ce périmètre. C'est probablement une idée à exploiter. Et aujourd'hui, si on parle de production masse, et ça c'est un des gros enjeux de la DGA, effectivement, il y a l'option de mettre des lignes supplémentaires. Il y a l'option de simplifier les designs. Il y a évidemment la nécessité de trouver des financements. Et puis, il apparaît une option de plus en plus intéressante, qui a été déflorée par le délégué, par le ministre, mais je n'irai pas plus loin. C'est aussi de s'appuyer sur l'industrie civile, qui a des capacités. Et on se rend compte quand même que dans cette ambiance un peu anxiogène, etc., le monde civil, et c'est vrai que les critères ESG pourraient nous faire penser le contraire, mais il n'est peut-être pas aussi répandu que ça. On sent quand même un monde civil qui est prêt à s'engager pour nous soutenir et qui serait éventuellement disposé à apporter une partie de ses capacités de production pour nous soutenir. Mais effectivement, il y a un vrai sujet ESG à traiter pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Merci, mon général. Mais justement, c'est intéressant d'avoir le témoignage maintenant d'un entrepreneur pour voir un petit peu la coïncidence de toutes ces idées qui ont été évoquées. Monsieur de Braquillange. Tout d'abord, merci pour votre invitation, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais pour donner effectivement le point de vue d'un acteur du privé, d'un industriel. Quelques mots d'abord sur l'IA et pourquoi Helsing a été créé. Je pense qu'on a tous vu une accélération phénoménale de cette technologie qui est un levier stratégique majeur, qui va irriguer tous les pans de l'économie et évidemment la défense de la même façon. Et donc on a créé l'entreprise il y a 3-4 ans avec l'idée qu'il faut qu'il y ait en Europe un acteur de niveau mondial, à vocation mondiale, pour conférer à l'Europe une autonomie stratégique sur cette technologie majeure qu'est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est, je dirais, l'origine. Moi, je voulais partager peut-être 3 idées par rapport à ce que l'on fait dans l'IA de défense. La première, c'est finalement quel est l'impact opérationnel que l'on observe. Beaucoup de choses ont été dites sur le segment des drones, mais ce qu'on voit, c'est que finalement, le logiciel et l'IA rebattent les cartes sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'on voit l'émergence de l'IA qui s'incarne dans un paradigme qui est la masse à bas coût, augmentée par de l'intelligence pour plus de résilience, de continuité des opérations dans un contexte de brouillage généralisé, de réseaux de communication brouillés, intermittents, d'absence de GPS. Et on voit que l'IA a toute sa place là-dedans. Et finalement, pour un peu plus d'autonomisation des plateformes militaires,
Le domaine terrestre est le premier impacté avec la guerre en Ukraine et les drones, mais on voit que ce mouvement de fond-là accélère également dans le domaine maritime, avec des constellations de drones sous-marins, de gliders, dans le domaine aérien, avec des travaux sur l'autonomisation des plateformes aériennes qui accompagneront les avions de chasse. Donc voilà, tout ce mouvement-là, en fait, est en cours et va vraiment définir une partie des règles du champ de bataille d'aujourd'hui et de demain. Et en fait, ce qui est propre à tout ce que je viens de dire là, c'est aussi une grande évolutivité. Le logiciel, l'IA, cette prépondérance, invite à une évolutivité constante, à une mise à jour constante des technologies, des modèles d'intelligence artificielle, et ce qui invite à réfléchir à une nouvelle façon de faire, tant du point de vue des talents, des ressources, des capitaux, mais aussi des infrastructures pour mettre tout ça à jour continuellement. Donc ça, voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que opérationnellement, pour les armées, ça invite à des vrais changements de fond, de doctrine, d'organisation, et c'est une transformation qui est pas évidente, mais qu'il faut enclencher. La deuxième idée que je voulais partager, c'était sur le volet industriel. Donc ça, c'est voilà, la discussion d'aujourd'hui. Je pense que l'IA logiciel en général rebatte les cartes également de l'industrie. Nous, on regarde avec attention l'émergence d'acteurs du numérique de défense depuis... ça ne date pas que de l'IA il y a 2-3 ans, c'est du numérique de défense depuis 10-15 ans, pour ne pas les nommer Anduril, Shield AI, Palantir, OpenAI, SpaceX, qui sont dans ce mouvement, qui sont des acteurs du numérique qui viennent à la défense, forts de fonds assez colossaux, de venture capital, de fonds privés, de talents, et puis d'un alignement politique aujourd'hui avec l'administration américaine qui est assez intéressante à observer, et on peut imaginer quelle dynamique industrielle va sortir de là. Donc pour nous, qu'est-ce que ça invite ? Ça invite à une réponse européenne. Une réponse européenne pour mettre en place un nouveau système de production, pour être capable de produire donc cette masse à bas coût, rapidement, non pas dans une logique d'accumulation de stock, puisque par la nature évolutive de ces objets, que ce soit le logiciel, l'IA ou même le hardware qui évolue très vite, l'idée n'est pas d'accumuler des stocks, mais d'avoir un appareil de production, et ça Cédric l'a très bien dit, qui est capable de monter en cadence de production le jour J pour produire ce dont on a besoin et à jour et à l'état de l'art. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est un modèle à construire, c'est un modèle à créer. Il y a des idées, mais il faut maintenant aller plus vite. Et penser que ce système de production est finalement une extension naturelle, fait partie intégrante du système de combat. C'est pas la prod d'un côté et puis le combat de l'autre, c'est les deux vont se rapprocher bien plus et il faut vraiment penser les deux de manière simultanée. Et donc peut-être la troisième idée que je voulais partager avec vous là-dessus, c'est plutôt autour des risques aujourd'hui par rapport à ce constat qui est bien posé, qui est bien compris. L'Europe doit se réveiller, doit proposer quelque chose. Il y a quand même des risques aujourd'hui. Le financement a été mentionné. Quand je dis financement, c'est plutôt les budgets alloués. Est-ce qu'on va faire du capacitaire traditionnel qui est nécessaire, qui va durer? On aura toujours besoin d'une certaine forme de masse et de plateforme spécifiée, technologique, mais c'est des cycles longs. Quelle partie de l'effort qui est en train d'être discuté va être mis sur des technologies peut-être plus innovantes, logicielles, IA, évolutives qu'on décrit? Je pense que ça, c'est un risque. Et puis le deuxième risque que je vois, c'est le risque de fragmentation. On est à un moment où on doit produire ensemble, en européen, passer à l'échelle, pas produire 100, 200, 300 drones, mais on parle de dizaines de milliers, de centaines de milliers, d'avoir un appareil de production qui est capable d'avoir cet output, pardonnez-moi l'anglicisme, rapidement. Si on n'a pas une approche commune, on a ce risque de fragmentation. Donc je pense que ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce qui est crucial au niveau national. Moi, je pense que c'est principalement tout ce qui est autour du cycle de vie de la donnée et des modèles d'IA, et peut-être pas forcément sur un modèle de production ou des composants hardware qui peuvent être plutôt partageables ou partagés à l'échelle européenne. Donc arriver à faire la distinction en ce qui doit rester absolument national et souverain, mais quel modèle mettre en commun pour passer à l'échelle ensemble en Europe, je pense que c'est le risque et le défi qui s'offre à nous. Merci beaucoup. Monsieur Mauny, le risque de fragmentation, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des politiques européennes ?
Je vais faire un peu comme Laurent, un peu d'historique, mais ce qui vient d'être dit est vraiment très intéressant sur la question cycle de production au niveau européen. Bon, il faut bien voir que historiquement, si on reprend le thème de la table ronde politique industrielle, il y a un pays qui a fait historiquement de la politique industrielle, c'est la France. Et on l'a fait, comme disait Laurent Giovacchini, à partir de 1961, quand la DMA a été créée, qui est devenue DGA. Et en fait, on l'a fait sur un modèle de souveraineté, parce qu'on avait besoin d'une industrie souveraine. Crise de Suez, sortie de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et durant toutes ces années, on bâtit un outil industriel, mais pour un objectif de souveraineté. Cette philosophie, elle est culturellement pas partagée par nos partenaires européens, ou plutôt elle commence à être partagée récemment. Si on prend tout simplement les documents de politique industrielle, vous avez les Britanniques qui commencent à avoir un document de politique industrielle au début des années 2000, après la décennie Thatcher. Les Allemands, mais les Allemands, ça fait seulement une dizaine d'années qu'ils ont un premier document de politique industrielle. Ça veut dire qu'ils sont quand même en train d'évoluer. Mais il est évident qu'on est à un moment de l'histoire où ils font converger avec des modèles qui sont culturellement différents. Alors après, si on reprend qu'est-ce que peut faire l'Europe sur le sujet, parce que c'était également, je crois, une des parties de la question, historiquement, on a aussi eu la création de l'Agence européenne de défense en 2004, qui était, on va dire, le prolongement de la coopération intergouvernementale entre les États. C'était assez logique, et c'était dans l'Agence européenne de défense, faisait partie, au fond, de toute la construction politique en matière de défense. Il faut bien voir qu'elle est dans le traité de Lisbonne, avec un titre différent d'ailleurs, puisque le traité de Lisbonne a été écrit avant que l'agence existe, et l'agence a existé avant que le traité de Lisbonne soit approuvé. Et dans l'Agence européenne de défense, il y avait, au tout début, il y avait quatre domaines, dont un, c'était marché et BITD. Donc c'était chargé d'organiser cette industrie de défense au niveau européen. Et puis très rapidement, on a vu qu'en réalité, c'est la Commission européenne qui a pris la main. Alors pourquoi là, si je puis dire, sur cette question-là? Pourquoi? Tout simplement parce que si vous prenez, toujours pareil, les traités communautaires, la Commission européenne, il y a le rôle du marché unique, et puis vous avez la question des politiques industrielles. Marché, la Commission a dit, écoutez, c'est vous qui organisez la défense, moi je peux vous aider. J'ai des outils que je peux mettre à votre service pour mieux vous aider à réguler le marché. Et c'est comme ça qu'on a eu les directives du paquet défense en 2009 sur les marchés de défense et de sécurité et sur les transferts intracommunautaires. Et puis, après, elle a dit, écoutez, moi, je peux faire de la politique industrielle. C'est l'article 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et là, on a vu un intérêt énorme, qui est le fait qu'à partir du moment où la Commission européenne peut faire de la politique industrielle, on peut avoir de l'argent communautaire. Et c'est, si je puis dire, la révolution copernicienne quand même, de l'action préparatoire en matière de défense et du Fonds européen de défense à partir du milieu des années 2010. Maintenant, si on regarde la situation actuelle, je dirais qu'il y a deux choses, et c'est vrai qu'il y a une façon d'organiser tout ça qui est compliquée. Pourquoi c'est compliqué? Je pense que philosophiquement, la Commission européenne, en fait, elle est sur des bases de souveraineté. Depuis la communication de 2013. Avant, c'était marché. Depuis 2013, c'est vraiment souveraineté. Mais maintenant que la Commission européenne met un texte sur la table, elle doit négocier avec les États. Et là, quand on négocie avec les États, ça devient un peu plus compliqué. On l'a vu notamment avec le texte EDIRPA sur les acquisitions en commun,
où la Commission européenne met sur la table un texte qui, grosso modo, est calqué dans ses règles sur le Fonds européen de défense. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, la préférence européenne, elle est écrite. En fait, on l'applique dans le Fonds européen de défense. C'est dans le texte, on ne va pas le dire comme ça, parce que parfois, ça peut poser problème, mais on le fait. Et quand la Commission européenne a voulu répliquer sur les DIRPA, la guerre en Ukraine avait commencé, et c'est là qu'il y a un certain nombre d'États qui ont dit non, on ne peut pas uniquement acheter européen, il faut pouvoir acheter ailleurs, et toutes les discussions qu'on retrouve aujourd'hui sur le texte EDIP, sur le taux, le pourcentage d'équipements européens, histoire de design authority, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Après la Commission européenne, il y a une autre question qui se pose derrière, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas cette culture qu'on peut avoir en France de l'industrie de défense, et notamment cette culture de la compréhension de ce qu'est l'armement, un programme d'armement, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté. Je dis que c'est une difficulté, mais pas plus qu'une difficulté. Bon. Là où la Commission européenne... il faut revenir au fond à la philosophie de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ? Ce que c'est qu'à un moment, on délègue tout simplement à l'Union des compétences, mais sur le principe de subsidiarité. Il faut revenir à ça. Et c'est quoi le principe de subsidiarité ? C'est dire, au fond, on transfère à l'Union ce que l'Union fera mieux que nous. À un moment, l'Union peut nous aider. Alors, je sais qu'il y a eu toute cette question avec la DGA, notamment sur la question des priority orders, mais à un moment, ça peut peut-être être utile quand même, tout simplement parce que la Commission aura plus de poids. Après, il faut savoir comment tout ça est organisé. Je suis bien d'accord, ça peut être compliqué. Mais regardez quand il y a l'histoire des droits de douane avec les États-Unis. Quand les États-Unis appliquent des droits de douane aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui répond, c'est la Commission européenne, c'est pas la France. Et pourquoi ? Parce que l'Union européenne a plus de poids, tout simplement. Et donc, il faut voir à ce moment-là l'Europe, Commission européenne et Agence européenne de défense, parce que les deux ont leur rôle, comme comme quelque chose qui peut nous aider, au fond, qui nous renforce. Et dernière chose, quand même, si vous regardez tous les textes récents de la Commission européenne, ils sont faits pour favoriser la coopération entre les pays européens. Alors, plus ou moins bien, mais c'est quand même le principe de on essaie de faire européen. J'entends donc que les outils sont en place. Qu'est-ce qui empêche finalement de maintenant aller un clic au-dessus pour, par exemple, une production plus massive, par exemple, pour encourager cette production plus massive à une échelle différente, selon vous ? Je réponds ? Oui. Les réflexions, on est obligé d'évoluer très très vite, et les réflexions vont souvent plus vite que ce que peut faire la Commission, l'Union. Ce que vous dites sur la production, c'est extrêmement intéressant, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre sur la table très rapidement dans un cadre européen pour dire, attendez, on a un problème à ce niveau-là. Moi, je sais qu'on a travaillé récemment à l'IRIS en soutien sur le rapport intérimaire sur le Fonds européen de défense. Et on s'est retrouvés dans des workshops, etc. Et à un moment, il y avait la question, notamment sur la... alors, ce n'était pas le même sujet, mais sur la partie, PME du Fonds européen de défense. Et moi, j'ai dit à la Commission, attendez, attention, il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le délivrable. À un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte du tuyau. Si vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose du tuyau très rapidement avec ces projets PME, à un moment, vous serez, on ne vous reconnaîtra plus comme un acteur. Et ça, c'est extrêmement important dans les rapports
Commission, État, pour leur dire, OK, c'est très bien, mais à un moment, il faut que ça produise quelque chose qui soit efficace pour la souveraineté et puis quand même pour les capacités, parce que tout ça, c'est quand même fait pour nous défendre. Hein. Merci, mais du coup, côté entreprise, côté industrie, comment faire... Oui, monsieur Braquillon, comment faire émerger finalement votre besoin à un niveau supérieur? Puisque finalement, hein, on entend que oui, il faut que l'Europe entende le besoin, et vous épaumonnez pour dire il faut pouvoir... Allez-y. Juste un mot, avant qu'Antoine reprenne la parole, mais juste un mot, en fait, il faut juste des commandes, peut-être. C'est peut-être ça la vérité, en fait. Je vous ferai une confidence qui n'en est pas une, puisqu'il y a du monde. On nous rabat les oreilles en ce moment avec la problématique du financement de la défense. Je le dis sciemment, je dis sciemment des bêtises, mais du financement de la défense. Et on nous parle du livret A, du livret défense et de tout ce que le Sénat a fait depuis des années. Parce que je rappelle quand même qu'on travaille là-dessus depuis bientôt 5 ans. Et qu'on a voté un texte là-dessus, que l'Assemblée nationale n'a pas repris, etc. Mais en fait, ça, c'est juste le financement des entreprises de la BITD. C'est pas le financement de la défense. Et en fait, le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'on se cache derrière notre petit doigt en expliquant qu'on va financer la défense grâce à des ponctions sur le livret A, l'assurance vie ou je ne sais quoi. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est à l'État de financer des commandes qui permettront ensuite aux entreprises de pouvoir développer des process de production et d'être aidées par l'univers de la finance pour pouvoir monter en cadence. Mais la vérité, elle est là. Donc, ce qui manque vraiment, ce sont des commandes. Je le dis très simplement et vulgairement, mais quand on vote dans la loi de programmation militaire, pardon de le dire comme ça, 16 milliards d'euros sur l'acquisition de munitions, ben on en est où aujourd'hui, 2 ans après? Je pose la question. Quand on vote 5 milliards d'euros sur les drones, on en est où aujourd'hui, 2 ans après? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on a engagé comme commande depuis qu'on a voté la loi de programmation militaire et qu'on a dégagé des objectifs et que chaque année on vote des crédits pour le faire? La vraie question, elle est là. Aujourd'hui, la DGA, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, que les choses soient très claires. J'ai parfaitement conscience de l'augmentation importante des budgets depuis 2017 et je suis conscient aussi du respect des trajectoires et des marges budgétaires. Mais il n'empêche quand même qu'on finit l'année 2024 avec 8 milliards de reports de crédit. 8 milliards de reports de crédit. Ça veut dire 0,25% de PIB. Ça veut dire qu'à la fin de gestion 2025, elle va être très compliquée si elle n'est pas déjà très compliquée au mois de mars 2025. C'est ça la vraie question. Donc ce qui manque, ce sont des commandes. Et pour avoir des commandes, il faut les financer. Et pour les financer, il faut avoir des moyens. Quand on a 3 300 milliards de dettes, ben on cherche comment on fait. Moi, par exemple, je lance une réflexion très simple. Pourquoi on ne réfléchirait pas, et je pense qu'il faut lancer peut-être une initiative, pourquoi on ne réfléchirait pas, alors ils nous diront peut-être non, mais à un grand emprunt avec les Allemands? Si on veut être dans la BITD européenne, si on veut lancer un espèce de moteur franco-allemand, relancer le moteur franco-allemand qui est un peu le moteur de l'Europe, eh ben pourquoi on ne dirait pas aux Allemands, s'ils sont d'accord évidemment, on fait un emprunt avec les Allemands et on travaille sur ces sujets. Mais voilà, donc ce qui manque, c'est des commandes. Pour avoir des commandes, il faut des budgets. Je vais en partie répondre avant de laisser la parole au privé, parce que mine de rien, c'est comme le privé qui fabrique, vu qu'on n'a plus d'arsenaux. Il faut des commandes, il faut des finances, mais il faut aussi des capacités de production. Et en fait, le problème, c'est que c'est un cercle complet. Et chaque chaîne est importante. Aujourd'hui, par exemple, il y a un pays qui prend très bien les commandes, c'est les États-Unis. Ils le font très bien en FMS. Par contre, ce que les gens ne regardent pas, c'est la date de livraison. Et la date de livraison, c'est 2030 aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, ils prennent la commande tout de suite et ils la financent tout de suite. Mais ils ne savent pas livrer parce qu'aujourd'hui, même eux, ils ont des limites en capacité de production. Nous, notre difficulté, et là, il y a des choix à faire, des choix stratégiques, et probablement des choix européens à faire. À mon sens, il y en a au moins 2. Première chose, c'est est-ce que nous, on est dans une démarche de production pérenne, et auquel cas, il faut ouvrir de nouvelles lignes de production dans notre BITD, ou est-ce qu'on est dans une démarche de production de masse sporadique, typiquement pour coller à l'innovation et ne pas avoir des stocks, mais plutôt du stock de matières premières, de la capacité de production, et puis produire effectivement le best au bon moment. Et ça, est-ce qu'on fait des nouvelles chaînes? Est-ce qu'on fait appel à des capacités de l'industrie civile? Il y a un vrai débat, et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Et puis, il y a un point aussi sur lequel il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a une perte d'industrie de base en Union européenne. Typiquement, il y a eu le Chipset Act, qui était une très bonne initiative, parce que tout le monde pleure sur la pénurie de composants
Une fois qu'on a fait ce constat, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, pour le coup, de dire on va créer des usines de composants en Europe, c'était, je pense, une très bonne initiative. Mais si, par exemple, on prend tout ce qui est poudre et explosifs, la poudre et explosifs, ça sort surtout de l'industrie chimique. Et l'industrie chimique en Europe, elle a été sinistrée parce que l'Europe défense, qui dit qu'il faut faire de la production de poudre et explosifs, elle a aussi une schizophrénie avec l'Europe transition écologique qui dit c'est polluant, etc. Il ne faut pas le faire en Europe. Et là, à un moment, pareil, il faudra qu'on règle ces sujets d'industrie globalement, et tant en France d'ailleurs que dans l'Union européenne, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on abandonne, sur quoi on accepte de ne plus être souverain, avec la difficulté, aujourd'hui on l'a vu sur le Covid, quand on n'est pas souverain et que par exemple on ferme des frontières et on est vraiment bloqué. Je donne la parole tout de suite à Antoine, c'est pas moi qui donne la parole d'ailleurs, mais juste il y a un truc, je rebondis dessus parce que je suis désolé, c'est bien finalement, on lance le débat, c'est très bien. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit mon voisin de gauche sur beaucoup de points, et il y a un point qui me paraît important, c'est celui de la désindustrialisation. J'habite la région industrielle la plus industrialisée de France. Dans mon territoire, il y a 27% d'emplois industriels, la moyenne nationale est à 11%. Je sais ce que c'est que la désindustrialisation et on en souffre. La désindustrialisation d'un point de vue de la défense, elle est évidemment essentiellement liée à des choix qu'on a faits en matière de souveraineté. Et je veux pas, vous savez très bien l'importance que je porte à la DGA, mais aussi à la réforme qu'il faut en faire. Mais je voudrais dire quand même que pendant des années, et ça c'est public, c'est répertorié, moi ça fait 10 ans que je me bats à expliquer que la question de la souveraineté, c'est pas qu'une question de capacité avec la mondialisation à aller acheter potentiellement des matériels ailleurs, et donc de se dire finalement c'est pas souverain parce qu'on peut les acheter avec la globalisation en Chine, à Taïwan, en Israël ou en Corée. C'est aussi des emplois dans nos territoires. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, la désindustrialisation, elle est liée à des choix qu'on a fait pendant des années et qu'on doit assumer aujourd'hui. Et on continue de le faire. On continue de le faire. Les choix qui ont été faits pour, par exemple, écarter Marc et Balzan d'un contrat d'acquisition, vous voyez de quoi je veux parler, et d'aller acheter ça plutôt, de fabriquer ça à Madagascar plutôt qu'à Calais, c'est un choix qu'on a décidé de faire. C'est une perte de capacité de production qu'on a décidé. Donc en fait, on est aussi responsable aujourd'hui de nos choix passés, mais aussi actuels. Et il y a plein de sujets aujourd'hui sur lesquels on pourrait revenir. Quand vous avez une entreprise que je ne citerai pas, qui est en Rhône-Alpes, qui fait des magnifiques chaussures, qui perd la totalité des marchés parce que pour une dizaine d'euros, on a décidé d'aller acheter au Pakistan, ben après, il ne faut pas venir pleurer en disant on n'a plus de capacité de production. On se bat là-dessus depuis des années, et moi je pense que c'est vraiment un des points essentiels. On a besoin dans ce pays maintenant de prendre conscience de la nécessité de produire en Europe. Alors je ne suis pas franchouillard à dire du franco-français, mais en Europe. Et c'est quelque chose de fondamental. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a besoin d'une révolution des esprits, en fait. Une révolution des esprits sur la question de la défense, révolution des esprits au niveau européen et dans les pays voisins. Bon, je m'arrête. Mais dans les pays baltes et ailleurs, c'est une révolution des esprits qu'on doit mettre en place. Et j'espère que l'événement des F-16 de mardi va pouvoir réveiller les esprits. Mais on est responsable de nos choix aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, mais ça nous donne un boulevard pour les deux représentants des entreprises que nous avons à la table ronde, donc Monsieur de Braquillange et Monsieur Giovacchini, qui s'exprimera ensuite au nom du MEDEF. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais dire un certain nombre de choses que Cédric a déjà dit, mais peut-être différemment, sur les commandes notamment. Je pense que pour nous, on a parlé de financement, on a parlé de commandes. En tout cas, pour notre angle à nous, qui est un acteur de l'IA de défense, c'est pas forcément de financement dont on a besoin. Ça, là, le sujet du financement, Walter le connaît mieux que moi, mais pour nous, quand on regarde le momentum dans le logiciel et dans l'IA, il y a des financements. C'est du venture capital privé, il y a un intérêt sur le sujet. Je rappelle que nous, on a réussi à lever 780 millions d'euros. Alors oui, c'est un épiphénomène, ça n'arrive pas très souvent dans la défense, mais ça a été possible. Moi, il y a quelques semaines, j'étais à l'AI Action Summit, organisé par la France. On a vu des montants colossaux investis, 109 milliards dans l'infrastructure IA en France, des annonces à tout va. Donc notre sujet à nous, pour des acteurs de l'IA de défense, c'est pas le financement. Par contre, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on amène du financement privé, du venture capital, avec une prise de risque vers la défense. À un moment quand même où nos finances publiques sont pas au mieux, je ne me permettrai pas de commenter au-delà de ça, je pense que c'est quand même un mouvement de fond qu'il est important d'avoir en tête et d'accompagner pour déployer de manière stratégique cette manne, cette ressource, ces talents, ce momentum vers la défense. Ce n'est pas que les finances publiques qui vont résoudre le sujet du financement. Donc nous, ce dont on a besoin, Cédric l'a dit, c'est des commandes.
C'est aussi simple que ça, puisque les acteurs du monde privé, qui lèvent de l'argent privé, qui autofinancent, qui prennent leurs risques, qui montent en maturité des produits, on n'a pas besoin d'être dans une logique de saupoudrage de financement de notre R&D, on a besoin d'être dans une logique de commande. Et ça, on ne l'a pas vu pour l'instant. Et la commande, elle n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a une question de comment je fais de l'achat sur étagère de ces nouveaux produits, alors que ce n'est pas tellement l'habitude du Minarm et de la DGA, et à juste titre. Et aussi, comment est-ce que je prends en compte la nature évolutive de ces objets. Je reviens sur l'évolutivité, qui est le propre en fait du numérique. Là, on parle d'IA, mais en fait, c'est du numérique, tout ça. Et le propre du numérique, c'est ce développement incrémental, qui est rapide, qui sort de la logique qu'on appelle, excusez-moi de l'anglicisme, spec-based, c'est-à-dire basé sur des specs très longues, complexes, nombreuses et connues à l'avance, sur une logique de performance-based, où on veut voir des objets délivrer un certain niveau de performance et tous les mois, tous les 3 mois, arriver avec un nouveau niveau de performance. Et c'est comme ça qu'on veut spécifier, accompagner le mouvement, etc. Et ça, c'est une révolution copernicienne dans la manière de faire. Donc le Minarm, là déjà, essaye par poche, ici et là, depuis de nombreuses années, de faire comme ça. Donc c'est pas un sujet totalement nouveau. Mais je pense que là, ça nous invite à le faire de manière bien plus rapide et bien plus, à plus grande échelle. Et je pense qu'il y a aussi un débat de fond qu'on a avec la DGA, c'est que ce développement incrémental basé performance, il ne remet pas en question la sûreté des systèmes d'armes. C'est un peu le frein aussi qu'on entend parfois, qui est de dire, ah ben non, mais si on ne sait pas où on va, on ne sait pas si c'est sûr, et c'est sécurisé, etc. Je prends l'exemple des plateformes numériques, AWS, Microsoft, Palantir, etc. En fait, par le développement incrémental, puis par l'usage et le rétexte des utilisateurs, on augmente le scope, la complexité de la plateforme, mais aussi sa stabilité et sa sécurité. C'est comme ça que les plateformes numériques ont été construites. Donc en fait, c'est pas un antagonisme. Il faut accompagner ce mouvement, à la fois dans les méthodes, mais aussi la culture du prise du risque. Parce que donner de l'argent à quelqu'un en disant « je ne sais pas ce que je vais faire », c'est pas très vendeur aujourd'hui. Mais pour autant, c'est comme ça qu'on crée des champions, des technologies centrées autour du logiciel et du numérique et qui s'incarnent dans cette masse à bas coût qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors après, comment on finance cela ? Des commandes. Je pense que des commandes qui prennent en compte l'évolutivité avec des lignes à flux pour accepter que ces objets qu'on achète ont une propre vie rapide d'évolution, c'est important. Il y a des logiques d'interface nouvelles à créer entre le Minarm et ses acteurs. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que c'est des logiques de PPP? Est-ce que c'est comment est-ce qu'on amène ces compétences-là au Minarm que le Minarm n'a pas forcément, parce que c'est des technologies IA numériques qui viennent du monde civil. Je pense que ces interfaces-là sont à créer. L'AMIAD en parle beaucoup, c'est son rôle. Donc je pense qu'il y a aussi ça à construire pour rentrer de manière concrète dans la logique de commande de ces objets dont on parle depuis le début. Merci. Et on parle d'industrie de défense, mais je pense que le sujet de la souveraineté est plus large. Il est plus large. Alors là, je vais m'exprimer non plus en tant qu'ancien adjoint au délégué général pour l'armement, mais plus en tant que dirigeant de Soprasteria et responsable des questions de souveraineté économique au MEDEF. D'abord, sur ce qu'Antoine vient de nous dire, moi, évidemment, chez Soprasteria, on partage ce point de vue. La façon de travailler, et ça ne date pas de l'intelligence artificielle des tout dernières années, hein, la façon de travailler sur les systèmes d'information et de commandement, les systèmes de renseignement, ce qu'on appelait il y a 20 ou 30 ans les programmes à logiciel prépondérant, les PALP. Cette façon de travailler, ce n'est pas la même chose que quand on spécifie un avion de combat, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins ou un satellite d'observation. Donc il y a toute une approche vis-à-vis du numérique et du cognitif, hein, c'est plus le numérique maintenant, l'intelligence artificielle, on est passé au cognitif, qui nécessite d'être mise en place, et la DGA s'y emploie, et puis on verra ce que donne également le commissariat au numérique de défense, hein, qui va être créé, je crois, à partir du mois de septembre prochain. Je ne doute pas que la DGA y prendra toute sa part. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président, il faut des commandes, mais pour financer les commandes, nous, ce qu'on pense au MEDEF, c'est que
il faut créer davantage de richesses dans ce pays. On s'est quand même laissé pas mal endormir. On a décroché en Europe, on a décroché en France en termes de richesse produite par habitant, de PIB par habitant. On est un pays qui travaille pas assez, pour le dire poliment. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Il y a des gens qui travaillent beaucoup tout en haut de la pyramide et tout en bas aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits boulots, qui travaillent au SMIC, qui travaillent beaucoup pour avoir des heures supplémentaires, etc. Tout en haut, il y a des gens qui s'amusent beaucoup dans leur boulot, qui sont dans la mondialisation, qui gagnent très bien leur vie et qui travaillent énormément. Mais il y a quand même globalement tout un ventre mou dans notre pays de gens qui travaillent, oui, mais qui pourraient travailler un peu plus sans doute. Si on veut financer non seulement notre réarmement, mais aussi notre réindustrialisation au sens large, notre modèle social qui est très coûteux, si on veut financer la transition écologique, il n'y a pas d'autre solution que de travailler davantage dans ce pays et de créer davantage de richesses. On ne peut pas continuer comme ça à avoir une situation, un différentiel, notamment avec les États-Unis, qui augmente année après année. Je pense que vous en serez d'accord. Et puis, alors, si on fait un pas de côté par rapport à la BITD proprement dite, si on regarde l'ensemble du tissu économique, industrie, services français et européens, je crois que ce qu'il faut bien voir, et on en est conscient au MEDEF depuis déjà pas mal de temps, c'est que les conflictualités qui caractérisent notre monde, et ça n'a pas commencé avec l'Ukraine, il y avait déjà de fortes tensions commerciales, Chine, États-Unis, géopolitiques, etc. Tout ça, ça va bien au-delà, en termes de conséquences, de la seule BITD. Ça concerne tout le monde. Nous, chez Soprasteria, on a été victime, par exemple, en 2020, d'une attaque cyber massive qui venait d'un pays que je ne citerai pas, mais qui est un des deux protagonistes de la guerre actuelle, et ce n'était pas l'Ukraine. Mais je ne le citerai pas. On a été attaqué extrêmement clairement. On était en 2020. On était pas en période de paix totalement en Ukraine, mais enfin, ce n'était pas la période chaude qu'on a connue depuis 2022. Les attaques cyber, c'est tous les jours, et ça concerne toute l'économie publique et privée, les hôpitaux, etc. Avec des comportements de corsaires, vous savez. Les États donnent mission à des entreprises privées d'attaquer, y compris de rançonner, et avec la bénédiction des États dès lors qu'il s'agit de cibles qui sont considérées comme des adversaires géopolitiques ou économiques. Attaque cyber, mais aussi utilisation de l'extraterritorialité du droit. C'est notamment vrai chez nos amis américains. Lutte informationnelle, désinformation, prédation. Pour revenir sur ce que vous disiez, Cédric, moi j'ai connu, il y a encore peu de temps, il y a à peine quelques années, un cas très précis. Nous, chez Soprasteria, on avait investi dans une entreprise de cybersécurité industrielle qui était très prometteuse, française, qui était soutenue par l'ANSSI, soutenue par les pouvoirs publics. On avait investi aux côtés de la BPI. Et puis, la société nous dit, au bout de quelques mois, on a reçu le patron de Cisco qui nous a demandé combien on pensait qu'on valait. Alors, on a dit, on vaut 10. Le patron de Cisco m'a dit, je vous achète 100. Il se retourne vers nous, vers le patron de la BPI et vers le patron de Soprasteria en disant « Qu'est-ce que je fais? Je vends ou je ne vends pas ?» Nous, Soprasteria, on a dit « On n'est pas là dans une logique de vente à court terme, on est un acteur de long terme, on veut que vous grandissiez en France et en Europe, on n'est pas pressé que vous vendiez à Cisco. » La BPI a dit « On vend, on vend, on vend tout de suite. » Alors c'était avant, c'était pas il y a un an ou deux, mais enfin, c'était pas il y a 50 ans quand même. Donc la prédation, la lutte informationnelle, l'extraterritorialité du droit, les cyberattaques, tout ça, c'est la vie quotidienne, pas uniquement de la BITD, mais de toutes les entreprises de France et d'Europe. Donc ce qu'on s'est dit avec Geoffroy Roux de Bézieux à l'époque, dès 2018, on s'est dit on va se préoccuper des sujets de souveraineté économique, non pas vu de l'État, mais vu des entreprises. Vu des entreprises, pas de défense, mais vu des entreprises en général. On ne peut pas laisser les services de l'État, les seuls services de l'État, s'occuper de ces questions. C'est un sujet trop sérieux. Si nous, entreprises de France, on ne se préoccupe pas de notre destin économique, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus en France et en Europe que des filiales de groupes extra-européens et des salons de coiffure.
et moi, les salons de coiffure. Bon. Donc, on a considéré qu'il fallait prendre ça en main. Donc, on était au moment de Trump 1. On avait déjà eu Trump 1. On n'avait pas eu encore le Covid, qui a mis en évidence les dépendances que tu rappelais tout à l'heure, importantes. On n'avait pas eu, évidemment, l'Ukraine. On n'avait pas eu Trump 2, a fortiori. Donc, on a eu cette intuition qu'il fallait qu'on lance quelque chose. On a commencé à travailler très étroitement, non seulement avec le ministère des Armées, mais aussi beaucoup avec Bercy, qui a au sein de la Direction générale des entreprises un service qui s'appelle le CICE, qui s'occupe de ces questions, avec le SGDSN, avec la DGSI et la DGSE aussi, bien sûr, parce que le président de la République, de son côté, dès 2017, avait donné comme deuxième priorité à ses services, notamment de renseignement, juste après la lutte contre le terrorisme, la protection du patrimoine scientifique et technique français, au-delà des technologies et de défense proprement dit. Donc on a ce travail important avec l'ensemble de nos adhérents au MEDEF, et les adhérents du MEDEF, ce n'est pas que les grands groupes. La taille moyenne d'une entreprise adhérente au MEDEF, c'est 45 salariés. On a ce travail important qui est de sensibiliser aux enjeux de sécurité économique. Et puis, on appelle de nos voeux, et j'en terminerai par là, un livre blanc de la sécurité ou de la souveraineté économique, un peu à l'image de ce qu'on fait dans le monde de la défense à intervalles réguliers, à chaque loi de programmation militaire. On fait un livre blanc sur la défense et la sécurité maintenant. On appelle, nous, à l'élaboration d'une doctrine française. Elle existe presque davantage maintenant au Royaume-Uni et en Allemagne qu'en France. En France, on a regardé les sujets un par un. On a regardé la question de l'accès aux métaux et aux terres rares. On a regardé des questions de cyber. On a regardé un certain nombre de sujets comme ça. Mais on n'a pas cette approche globale qu'on a dans le monde défense, d'une doctrine globale de sécurité et de souveraineté économique qui concerne toute l'économie française et pas seulement, évidemment, la BITD. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez compléter avant que l'on passe aux questions? J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais c'est extrêmement intéressant. Et moi, il y a un risque que je voudrais souligner qui, moi, m'inquiète un peu. J'ai la conviction, en tout cas, que l'avenir de ce continent, l'avenir de la France, en tout cas, ne passe que par une politique européenne. Je pense que malgré ce qu'on peut lire ou entendre, c'est quand même ce qui fait que depuis 80 ans, on vit en paix, et que c'est quand même une anomalie historique depuis un certain temps, et que même si évidemment les circonstances actuelles sont compliquées, c'est quand même le point essentiel. Et donc l'autonomie stratégique européenne, elle est une nécessité absolue d'un point de vue industriel, avec toutes les problématiques qu'on vient de citer. Moi, il y a un point qui m'interpelle et qui m'inquiète, c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump, parce que je pense qu'on est tous en train de se réveiller, en tout cas, même si je pense que certains d'entre nous se sont réveillés depuis un certain temps, mais en train de se réveiller et de comprendre l'importance qu'il y a à travailler ensemble au niveau européen. Mais ce que je crains, en fait, c'est que la volonté de Trump de saper le multilatéralisme et d'aller vers un bilatéralisme et donc du transactionnel permanent ne l'amène dans un délai assez court à aller individuellement voir chaque pays européen, la Pologne, les Pays-Baltes, l'Italie, ça a commencé, la Roumanie et d'autres, et leur dire, écoutez, vous avez une volonté de développer une industrie européenne de la défense, très bien, mais moi, je vous assure de ma sécurité à la condition que vous achetiez américain. C'est comme ça que ça va se passer, en fait. La réalité, c'est ça. Et donc, quelle est la capacité qu'on a aujourd'hui au niveau européen à apporter des garanties de sécurité suffisantes à ces pays-là pour leur dire, écoutez, OK, les Américains vous apportent une sécurité, mais nous aussi, on est en capacité de le faire. Pour l'instant, on n'est pas en capacité de le faire, donc il faut qu'on accélère le processus pour pouvoir le faire. Mais c'est quand même ce que je crains et qui risque malheureusement d'arriver. Après, sur la BITD européenne, pour conclure, si je puis dire, avant les questions, je pense qu'il y a plusieurs points. D'abord, la montée en puissance de la BITD, elle doit se réaliser sans porter atteinte, évidemment, aux intérêts vitaux de la France. Et donc, on doit préserver un certain nombre de capacités conventionnelles pour maintenir notre dissuasion. Évidemment, tout ce qui concerne les Rafales, les SNLE, nos missiles, nos moyens de communication, nos MRTT, le radar, etc. Tout ce qui sert à la dissuasion, ça, je pense que c'est important. Et puis, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut peut-être mettre en place au niveau européen. Je pense qu'il y en a 3 en particulier. C'est d'abord un nouvel instrument de prêt à hauteur de 150 milliards d'euros pour les États pour permettre d'acquérir des systèmes d'armes et de munitions. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. La possibilité d'utiliser peut-être, et ça, il faut y travailler, les programmes de politique de cohésion
pour renforcer les dépenses en matière de défense. On le fait sur d'autres sujets, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur cette question? Il y a 340 milliards d'euros qui peuvent être levés, et pour la France, ça représente 17 milliards, ce qui n'est pas une paille. Et enfin, pour revenir sur la fin de ma conclusion, enfin de mes propos de tout à l'heure, modifier le mandat de la Banque européenne d'investissement pour qu'elle puisse fournir des prêts en matière de défense. Je rappelle qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises de la BITD se voient refuser des prêts par des entreprises françaises, par des banques françaises, qui le justifient sur des critères de la Banque européenne d'investissement, qui classe au même titre les sujets afférents à la défense que, en gros, le trafic d'enfants ou la lutte contre les stupéfiants. Enfin, le trafic de stupéfiants, pardon. Donc, en fait, on est dans un monde de fous où on voudrait accélérer le processus, mais où on s'est mis des barrières telles qu'on a empêché. Donc, il faut vraiment on arrive aussi à modifier ce mandat de la Banque européenne d'investissement. Je pense que les esprits sont en train de changer, mais c'est un des sujets évidemment importants. Et puis en France, pour ce qui nous concerne, parce que les commandes, elles vont aussi nécessiter évidemment peut-être... je l'ai dit, des crédits, mais travailler à une modification de la loi de programmation militaire, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est envisageable ou pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les circonstances et les enjeux de 2023 ne sont plus tout à fait les mêmes, même si on avait à l'époque le Haut-Karabakh, on avait un certain nombre d'événements qui nous avaient démontré un certain nombre de choses, et puis la guerre en Ukraine avait tout juste débuté, mais voilà, donc pourquoi pas? C'est une question. On travaille à une réévaluation de la revue nationale stratégique en ce moment. On nous a demandé à nous, le Parlement, de travailler sur la réforme, sur la révision de la RNS. On nous a demandé de rendre nos conclusions pour le 15 mars. On nous l'a demandé à peu près le 20 février. Donc, si vous voulez, je veux bien tout faire. Je l'ai dit au président de la République, d'ailleurs, qui m'a répondu qu'il avait des choix à faire très rapidement et donc il ne pouvait pas changer les délais. Je peux le comprendre. Mais est-ce qu'on ne doit pas se donner un peu de temps pour réfléchir à ça? Je ne sais pas. En tout cas, le président de la République l'annoncera en mai. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de réviser un peu la LPM pour la mettre en adéquation avec les besoins actuels? Je ne sais pas. Je pose le sujet. Mais en tout cas, il y a des instruments au niveau européen qui existent. Il y a une révolution culturelle à mettre en œuvre, c'est une évidence. Mais pour pouvoir mettre en œuvre cette révolution culturelle, il faut qu'on soit aussi en capacité d'apporter aux pays qui ont mis la totalité de leur défense dans les mains des Américains des garanties nouvelles qui leur permettent de comprendre qu'un pilier européen de l'État pourrait aussi les protéger. Voilà, c'est un peu une conclusion très brouillonne, mais je pense qu'il y aura des questions auxquelles on pourra répondre. Il y a déjà des candidats pour des questions, mais... Juste un petit rebond, Cédric, si vous me le permettez. Le financement en Europe de la défense n'est pas considéré effectivement comme green, comme durable, etc. Et notamment les armements controversés. Vous connaissez tout ça. Aux États-Unis, vous ne l'avez pas dit, mais par définition, ce qui est financement de la défense, c'est durable, puisqu'il s'agit d'assurer la survie du pays, la durabilité des États-Unis. Donc, c'est vers ça qu'il faut évidemment aller, considérer que la défense, c'est un enjeu de développement durable de nos nations. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais insister, je partage évidemment votre point de vue, il n'y a pas de salut autre qu'européen. Dans un monde où les États-Unis, si on essaye de discerner une stratégie un tant soit peu cohérente derrière les actions de Donald Trump, c'est mettre la main sur le sous-sol russe, et en privé, si possible, les Chinois. C'est redevenir autonome rapidement en termes de semi-conducteurs pour pouvoir éventuellement se passer de Taïwan dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, et dealer avec les Chinois. C'est pourquoi pas remettre en route le pipeline Nord Stream sous contrôle américain et permettre aux Allemands, dans le cadre d'un deal, de se réapprovisionner en Russie. Et tout ça à la fin pour n'avoir dans la pièce que 2 ou 3 adultes, les États-Unis, la Chine, d'une certaine manière la Russie, pas tellement en raison de son PIB, mais en raison de sa taille et de son nombre de têtes nucléaires et de ses ressources naturelles, et de ne pas avoir du tout d'autres adultes dans la pièce. Et en particulier, aucun pays européen. Donc, on n'a pas la taille pour l'être. La seule façon d'être un adulte dans la pièce, et on le voit dans le règlement de la crise ukrainienne aujourd'hui, dont nous sommes quand même assez difficilement acteurs, c'est de peser en tant qu'Européens.